Nous avions décidé, mes amis et moi, de célébrer le réveillon d'une manière un peu différente cette année. Pas de grande fête en ville, pas de feux d'artifice dans la foule, mais une retraite tranquille dans une vieille cabane perdue au cœur de la forêt de Brocéliande. C'était l'idée de Clara, toujours fascinée par les légendes arthuriennes et les histoires de Merlin l'Enchanteur. Elle avait trouvé la cabane en ligne, décrite comme rustique mais confortable, parfaite pour une escapade loin de tout. Nous étions 5, un groupe soudé depuis l'université, Clara, Thomas, Lucas, Julie et moi. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les arbres immenses, projetant des ombres longues et sinistres sur le sol enneigé. La cabane, bien que modeste, dégageait un charme certain avec ses poutres en bois et sa cheminée qui crépitait déjà grâce au propriétaire qui avait tout préparé avant notre arrivée. L'air était glacial, mais cela ajoutait à l'atmosphère. Nous avions apporté tout ce dont nous avions besoin, nourriture, boissons, jeux de société, et même une vieille chaîne hi-fi pour diffuser nos chansons préférées. Après avoir rangé nos affaires, nous nous sommes installés autour de la table pour partager un dîner improvisé, riant et racontant des anecdotes de l'année écoulée. Cependant, quelque chose dans l'ambiance de la forêt semblait différent. Elle était trop silencieuse. Aucun bruit d'animaux, aucun craquement de branches, juste le vent qui sifflait doucement entre les arbres. Au début, nous n'y avons pas prêté attention, mais à mesure que la nuit avançait, ce silence oppressant s'est insinué dans nos conversations. Pourtant, nous étions bien décidés à profiter de cette soirée. La cabane était chaleureuse, et le feu dans la cheminée illuminait la pièce d'une lueur réconfortante. Lucas, toujours plein d'idées, a proposé de faire un jeu de devinette en attendant la nouvelle année. Les éclats de rire résonnaient à nouveau, dissipant peu à peu cette étrange tension. À ce moment-là, nous étions loin d'imaginer que cette nuit allait marquer nos esprits à jamais. Nous étions en plein milieu d'un jeu animé lorsque cela s'est produit. À quelques minutes de minuit, juste au moment où nous commencions le compte à rebours, un bruit soudain nous a interrompus. Un craquement sec, suivi de détonations qui ressemblaient à des feux d'artifice. Nous nous sommes tous figés, échangeant des regards perplexes. « Vous avez amené des feux d'artifice, vous » demanda Julie, visiblement troublée. « Non » répondit Lucas en fronçant les sourcils. « Et vous savez bien qu'on est en plein milieu de nulle part. Qui ferait ça ici ?» Le bruit venait de l'extérieur, de quelque part dans la forêt. Curieux et un peu inquiets, nous nous sommes tous levés et avons marché jusqu'à la grande fenêtre qui donnait sur les arbres. Et c'est là que nous les avons vus pour la première fois. Dans le ciel noir et profond, des lumières étranges dansaient, dessinant des formes impossibles à décrire. Ce n'étaient pas des feux d'artifice, ni des étoiles filantes, ni même des drones. Les lumières semblaient avoir une vie propre, s'entremêlant pour créer des motifs géométriques, presque comme des runes ou des symboles anciens. Des cercles parfaits, des lignes croisées, des formes qui défiaient toute logique. « C'est quoi, ça » murmura Clara, la voix tremblante. Personne n'a répondu. Nous étions tous hypnotisés par ce spectacle à la fois magnifique et profondément inquiétant. Les couleurs changeaient, passant du rouge au bleu, puis au blanc éclatant, projetant des ombres mouvantes sur les arbres. Un frisson glacé a parcouru mon échine. Quelque chose dans ces lumières me semblait mal, comme si elles n'avaient rien à faire ici, comme si elles n'appartenaient pas à notre monde. J'ai jeté un coup d'œil à mes amis. Clara se mordait la lèvre, Lucas fixait le ciel avec une intensité presque fébrile, et Julie serrait les bras autour d'elle, comme pour se protéger du froid ou de quelque chose d'autre. C'est peut-être un phénomène naturel, hasarda Thomas, bien que sa voix trahisse un manque de conviction. Un phénomène naturel qui dessine des symboles dans le ciel, répondit Julie avec sarcasme. Nous étions incapables de détourner les yeux, partagés entre fascination et peur. Puis, aussi soudainement qu'elles étaient apparues, les lumières disparurent, ne laissant derrière elles que l'obscurité et un silence encore plus lourd qu'avant. Nous sommes restés immobiles quelques instants, comme si nous attendions une explication, une suite logique à ce que nous venions de voir. Mais il n'y avait rien. Pas un bruit, pas une lueur. Juste nous, debout dans cette cabane, avec une certitude silencieuse. Quelque chose d'étrange se passait dans cette forêt. Et ce n'était que le début. Le silence pesant qui suivit la disparition des lumières était presque pire que leur apparition. Nous étions toujours debout près de la fenêtre, hésitant entre retourner à nos places ou essayer de comprendre ce que nous venions de voir. Puis, sans prévenir, un cri perça l'air. C'était un hurlement long et déchirant, chargé de douleur et de terreur. Il semblait venir de loin, quelque part dans la forêt, mais il résonnait si fort que j'ai senti un frisson glacé traverser tout mon corps. Nous nous sommes tous tournés vers la fenêtre, comme si nos regards pouvaient percer l'obscurité oppressante des bois. « C'était quoi, ça » demanda Lucas, sa voix à peine plus qu'un murmure. Personne ne répondit.
Avant que nous puissions reprendre nos esprits, un deuxième cri retentit, plus aigu, plus désespéré. Puis un troisième, provenant d'une direction différente. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, comme si elle hurlait de douleur. Clara attrapa mon bras, ses doigts tremblants. « On doit appeler quelqu'un » murmura-t-elle. « La police? Ou je ne sais pas. Mais nos téléphones, que nous avions laissés sur la table, n'avaient pas de réseau depuis notre arrivée. Nous le savions tous. Et pour leur dire quoi? Répliqua Julie, les yeux agrandis par la peur. Qu'on a entendu des cris dans une forêt où il n'y a personne? Un nouveau cri, plus proche cette fois, nous fit sursauter. C'était trop pour Lucas. Il attrapa une lampe de poche sur la table et se dirigea vers la porte. « Je vais voir. »« Attends, » dis-je, en le suivant. « Tu ne peux pas y aller seul. Thomas et moi avons pris des lampes à notre tour, et malgré les protestations de Clara et Julie, nous avons décidé d'enquêter. Nous ne pouvions pas rester là sans rien faire. La nuit dans la forêt était encore plus sombre que je ne l'avais imaginé. Nos lampes éclairaient à peine quelques mètres devant nous, laissant le reste des bois plongés dans une obscurité épaisse et menaçante. Chaque pas semblait amplifier le sentiment de malaise qui pesait sur nous. Les cris avaient cessé, remplacés par un silence oppressant, mais l'atmosphère semblait vibrer d'une tension invisible. Des branches craquaient sous nos pieds, et le vent faisait bruisser les feuilles, mais aucun autre son ne venait perturber la nuit. Je marchais derrière Lucas, mon cœur battant à tout rompre. Chaque ombre, chaque mouvement au coin de mon champ de vision semblait être une menace. Puis, au loin, une lumière pâle apparut entre les arbres. « Regardez, là-bas » dis-je en pointant la lampe dans sa direction. Lucas et Thomas se figèrent. La lumière semblait flotter, immobile, entre deux troncs. Elle n'était ni vive ni naturelle, mais elle émettait une lueur étrange qui faisait scintiller les branches alentour. « On devrait faire demi-tour » murmura Thomas, la voix tremblante. Mais avant que nous puissions décider quoi faire, un nouveau cri retentit, cette fois tout près de nous, suivi d'un bruit sourd comme si quelque chose venait de tomber lourdement au sol. Mon sang se glaça, et pour la première fois, je regrettais d'avoir quitté la cabane. La lumière pâle semblait nous appeler, comme un phare étrange et sinistre dans l'obscurité oppressante de la forêt. Malgré la peur qui me rongeait, quelque chose me poussait à avancer, comme si tourner le dos à cette vision était encore plus dangereux que de l'affronter. Lucas, visiblement partagé entre la curiosité et l'instinct de survie, s'avança prudemment. Thomas, quant à lui, restait en retrait, son visage blême sous la lueur de la lampe. En nous approchant, nous avons remarqué que la lumière provenait d'un espace dégagé au cœur de la forêt. Les arbres semblaient s'écarter, formant une clairière circulaire où trônait un étrange cercle de pierres noircies, comme si elles avaient été brûlées. Au centre, une lumière spectrale oscillait doucement, baignant les environs d'un éclat inquiétant. Mais ce n'était pas cela qui a véritablement glacé mon sang. C'étaient les silhouettes. Autour du cercle, une demi-douzaine de figures encapuchonnées se tenaient immobiles, enveloppées dans des robes sombres. Leurs visages étaient dissimulés, mais je pouvais sentir leur regard, pesant, braqué sur nous, même si aucune tête ne semblait bouger. Ils murmuraient, leurs voix graves s'entrelaçant dans une langue inconnue, presque gutturale, qui semblait résonner dans les arbres eux-mêmes. « Mon Dieu » murmura Lucas, sa lampe tremblant dans sa main. Au même moment, les lumières que nous avions vues dans le ciel plus tôt réapparurent, dessinant à nouveau des formes incompréhensibles, mais cette fois, elles semblaient se coordonner avec les mouvements des encapuchonnés. Chaque symbole projeté dans le ciel se reflétait sur le sol autour du cercle, illuminant la neige d'une lumière surnaturelle. Je me suis accroupi derrière un buisson, entraînant Lucas et Thomas avec moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la clairière. Nous devions partir, mais il était déjà trop tard. Thomas, en reculant maladroitement, a trébuché sur une racine, et le bruit sec a brisé l'atmosphère cérémonielle. Les murmures cessèrent immédiatement. Les silhouettes encapuchonnées tournèrent leur tête d'un seul mouvement, leurs capuches dévoilant des visages qui n'étaient pas humains. Leurs yeux brillaient d'une lueur rouge, et leurs visages étaient marqués de symboles gravés à même la chair. Un des encapuchonnés leva une main vers le ciel, et les lumières au-dessus de nous devinrent soudain éblouissantes, comme si elles allaient nous engloutir. Un bourdonnement sous-remplit l'air, vibrant dans mes os, tandis que les ombres autour du cercle semblaient s'étirer et se tendre dans notre direction. « Courez » hurla Lucas, mais sa voix semblait étouffée, comme si la forêt elle-même absorbait le son. Nous nous sommes relevés d'un bond, nos lampes balayant frénétiquement les arbres alors que nous courions dans l'obscurité. Derrière nous, le bourdonnement devenait plus fort, accompagné de ce qui ressemblait à des pas lourds, trop nombreux pour n'être que ceux des encapuchonnés. J'avais l'impression que la forêt entière nous poursuivait, et l'idée même de me retourner me terrifiait.
Ce n'est qu'en apercevant les lumières de la cabane à travers les arbres que je me suis permis de croire que nous pouvions encore nous en sortir. Mais quelque chose me disait que le pire était encore à venir. Nous avons atteint la cabane à bout de souffle, le visage blême et les mains tremblantes. Lucas a claqué la porte derrière nous et l'a verrouillée à double tour, comme si cela pouvait nous protéger de quoi, exactement? Nous n'en avions aucune idée. Clara et Julie, qui étaient restées à l'intérieur, se précipitèrent vers nous, leurs visages déformés par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes partis si longtemps ?» demanda Clara, la voix paniquée. Mais aucun de nous n'a répondu tout de suite. Comment leur expliquer ce que nous avions vu sans paraître fous? Comment mettre des mots sur ces lumières, ces figures, ces visages inhumains? Alors que nous tentions de reprendre nos esprits, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un coup, puis un autre, comme si quelque chose ou quelqu'un frappait lourdement contre les murs de la cabane. Julie poussa un cri et recula instinctivement, tandis que Lucas attrapait un couteau de cuisine sur la table. Le bruit se répéta, venant cette fois de la fenêtre. Nous nous sommes tous figés en regardant le carreau. À travers la vitre, une lueur rouge pulsait dans l'obscurité. Lentement, une silhouette encapuchonnée émergea de l'ombre, son visage à moitié éclairé par cette étrange lumière. Ses yeux brillaient d'un éclat malsain, et sa bouche semblait former des mots silencieux, comme si elle nous parlait dans une langue que nous ne pouvions pas comprendre. Thomas s'est précipité pour tirer le rideau, mais il était trop tard. D'autres silhouettes apparurent, encerclant la cabane. Les lumières rouges flottaient derrière elles, projetant leurs ombres grotesques sur les murs de bois. « Ils sont partout !» murmura Clara, les larmes coulant sur ses joues. Le bourdonnement que nous avions entendu dans la clairière recommença, plus fort cette fois, résonnant comme une vibration dans nos corps. Les murs tremblaient légèrement, et la lampe suspendue au plafond se balançait doucement, comme si la cabane elle-même était sur le point de céder. « Il faut partir d'ici !» cria Lucas. Mais partir où? La forêt entière semblait sous leur emprise. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, les bruits cessèrent. Les lueurs rouges disparurent, plongeant la cabane dans une obscurité angoissante. Le silence était total, presque palpable, comme si le monde entier retenait son souffle. Nous avons attendu, immobiles, pendant ce qui nous a semblé une éternité. Personne n'osait bouger, parler ou même respirer trop fort. Enfin, Clara a brisé le silence. Ils sont partis? Mais au fond de moi, je savais qu'ils n'étaient pas partis. Ce n'était pas fini. Ce n'était qu'un jeu pour eux, un avertissement. Ils nous observaient encore, quelque part, prêts à frapper à nouveau. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. À l'aube, nous avons rassemblé nos affaires en silence et quitté la cabane, sans un regard en arrière. Mais quelque chose me suivait, je le sentais. Un poids invisible, une présence que je ne pouvais expliquer. Même aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux, je revois ces lumières dans le ciel et ces visages marqués par des symboles. Et chaque fois que la nuit tombe, j'ai l'impression que, quelque part, dans l'obscurité, ils m'attendent encore. En flânant dans les rues du Marais cet après-midi-là, je cherchais une pièce spéciale pour ma fête de Nouvel An. Quelque chose qui capterait l'attention, qui donnerait à mon appartement une touche unique. Je passais devant une petite boutique d'antiquités que je n'avais jamais remarquée auparavant. La vitrine, poussiéreuse mais intrigante, laissait entrevoir des objets anciens qui semblaient raconter des histoires oubliées. C'est là que je l'ai vu. Un miroir, grand, majestueux, avec un cadre en bois sculpté à la main. Les motifs délicats formaient des volutes et des fleurs, mais en y regardant de plus près, je crus discerner des visages entremêlés dans les courbes du bois. Peut-être mon imagination me jouait elle des tours, mais il dégageait une aura fascinante, presque magnétique. En entrant dans la boutique, une cloche tinta, et un vieil homme sortit de l'arrière-boutique. Il m'observa en silence pendant que je m'approchais du miroir, ma main effleurant doucement le cadre. « Ce miroir n'est pas à vendre, » dit-il brusquement, sa voix rauque brisant le silence. Je fus surprise par son ton. « Pourquoi ?» demandai-je, incapable de détourner mon regard du reflet légèrement terni par le temps. Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Il vient d'une vieille maison détruite dans un incendie il y a plus d'un siècle. Il a une histoire. Certaines choses devraient rester là où elles sont. Je ris doucement, pensant qu'il essayait d'ajouter un air mystique pour augmenter son prix. Mais il est parfait. Je vous en offre un bon prix. Il ira si bien chez moi. Il soupira profondément, puis acquiesça avec réticence. Très bien. Mais sachez que ce miroir a vu des choses que personne ne devrait voir. Soyez prudente. Je haussai les épaules, amusé par ces paroles. Après tout, ce n'était qu'un miroir. Je payais en espèces, et il insista pour qu'un employé m'aide à le transporter jusqu'à mon appartement. Une fois installé dans mon salon,
Je pris un moment pour l'admirer. Il était encore plus impressionnant à la lumière de ma lampe. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce simple achat allait transformer ma fête en une nuit que je n'oublierai jamais. La soirée battait son plein. Mon appartement était rempli d'amis, de rires et de musique. Les verres de champagne tintaient, et les conversations s'entremêlaient dans une ambiance chaleureuse et festive. J'étais heureuse de voir que tout le monde semblait s'amuser, et j'avais hâte de commencer la nouvelle année entourée des personnes que j'aimais le plus. Le miroir, que j'avais placé dans un coin bien en vue du salon, attirait les regards. Plusieurs invités s'étaient arrêtés pour l'admirer. Une amie, Élise, le caressa du bout des doigts en souriant. « Il est magnifique, Claire. Où as-tu trouvé cette merveille ?» Je lui racontai l'histoire de la boutique et du vieil antiquaire, ajoutant quelques détails exagérés pour rendre l'anecdote plus captivante. Cela fit rire tout le monde. « Un miroir maudit pour la nouvelle année, voilà qui est parfait », plaisanta un de mes amis, levant son verre. Mais au fil de la soirée, une étrange tension commença à s'installer. Un de mes collègues, Julien, s'arrêta devant le miroir et fronça les sourcils. « C'est bizarre, murmura-t-il. » Je m'approchai, intrigué. « Quoi donc ? » ?»« Mon reflet. Il ne bouge pas en même temps que moi. Regarde. » Je fixai le miroir, d'abord en riant de son commentaire. Mais quand Julien leva la main, je remarquai qu'en effet, son reflet semblait décalé, comme s'il réagissait avec un léger retard. Une sensation désagréable me parcourut. « C'est sûrement un défaut dû à l'âge du verre, » dis-je, tentant de balayer le malaise. Mais d'autres invités commencèrent à remarquer des anomalies similaires. Certains disaient que leur reflet semblait les observer, même quand ils détournaient le regard. Une amie jura qu'elle avait vu un mouvement furtif dans le coin du miroir, quelque chose qui ne correspondait à aucun des invités présents. L'atmosphère, si légère et joyeuse au début, devenait de plus en plus lourde. Pourtant, personne ne voulait vraiment y croire. Après tout, c'était le nouvel an, et nous étions là pour célébrer, pas pour nous inquiéter d'un vieux miroir. Mais je ne pouvais m'empêcher de sentir une présence étrange dans la pièce, comme si quelque chose de silencieux et d'invisible nous observait à travers ce miroir antique. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'ambiance changeait de manière presque imperceptible. Le rire et la musique semblaient se fondre dans une sorte de brouillard étrange, comme si l'air lui-même devenait plus lourd. Le miroir, toujours là, fascinait et inquiétait à la fois. Personne ne voulait le quitter du regard, mais à chaque fois qu'un invité s'en approchait, il semblait y avoir un léger frisson d'anxiété. C'est alors que les premières scènes perturbantes commencèrent à se manifester. Je me souviens exactement du moment où tout a basculé, un cri étouffé retentit, suivi du silence. Je me tournai vers Élise, qui semblait pétrifiée, les yeux rivés sur le miroir. « Claire, regarde !» Sa voix tremblait. Je m'approchai, mon cœur battant la chamade. Le reflet dans le miroir montrait Élise, mais pas la version joyeuse d'elle-même que nous venions de voir quelques secondes plus tôt. Dans le miroir, elle était figée, les yeux grands ouverts dans une expression de terreur. Puis, la scène changea, et je vis quelque chose d'horrible. Élise, une jeune fille innocente, jetant un regard furtif à l'intérieur d'une pièce sombre. Puis, une silhouette floue, menaçante, se profilait dans l'ombre derrière elle. Je n'eus pas le temps de réagir, car un autre invité, Jérôme, se précipita vers le miroir en s'exclamant « Non, ce n'est pas possible ». Son reflet, qui auparavant semblait parfaitement normal, s'était soudainement déformé. Dans le miroir, il ne souriait plus. Il tenait dans ses mains un couteau, sa chemise maculée de sang. L'image de lui se coucha, étouffée par l'obscurité. Le sol sous mes pieds sembla vaciller. Ce n'était pas normal. Ce n'était qu'un miroir, après tout. Pourtant, il dévoilait des images qui étaient bien réelles. Des moments du passé de chacun, des secrets longtemps enfouis, des choses que personne n'avait jamais dû voir. Les invités commençaient à se regarder, se demandant si ce qu'ils voyaient était vrai. Des murmures effrayés se propagèrent dans la pièce, des visages pâles, des mains tremblantes. Les scènes macabres se succédaient, révélant des trahisons, des mensonges et des horreurs enfouies. Je tentai de m'éloigner du miroir, mais quelque chose m'attirait irrésistiblement. Le reflet semblait m'appeler, me forçant à voir mes propres ténèbres, des souvenirs que je croyais avoir oubliés. Mais avant que je ne puisse y prêter attention, une voix, faible et sifflante, me souffla à l'oreille. « Tu n'es pas différente. » Je me tournai brusquement, cherchant l'origine de cette voix, mais il n'y avait personne. Tout le monde semblait figé, les yeux écarquillés, comme si un froid glacial venait de se poser sur eux. Le miroir ne montrait plus seulement des images du passé. Il devenait un portail, un témoin et une accusation. Mais ce que j'ignorais, c'est que nous venions juste de commencer à découvrir l'horreur qu'il contenait. La fête,
qui avait commencé dans une atmosphère de joie et de rire, était désormais plongé dans une terreur palpable. Les murs semblaient se resserrer autour de nous, comme si l'espace lui-même se déformait sous l'effet de l'angoisse collective. Les visages de mes invités étaient figés dans une expression d'effroi, leurs yeux rivés sur le miroir, incapables de détourner leur regard. Le temps semblait se suspendre, les secondes s'étirant à l'infini, jusqu'à ce que le son du grand horloge murale retentisse, marquant minuit. Au même instant, une tension électrique envahit la pièce, comme un souffle glacé. Le miroir, qui jusque-là reflétait des scènes distordues du passé, s'obscurcit soudainement. Un bourdonnement sourd, presque imperceptible, émana du verre, comme si quelque chose tentait de percer la surface. Puis, tout s'arrêta. Un silence lourd et oppressant s'abattit sur nous. C'est alors que cela se produisit. La surface du miroir se déforma, comme si un fluide noir et épais se mettait à circuler sous le verre. Et puis, la figure, une ombre s'émergea lentement du miroir, prenant forme devant nous. D'abord, ce ne fut qu'une silhouette indistincte, floue, mais plus elle avançait, plus elle se précisait. Elle n'avait pas de forme humaine, si ce n'est sa taille imposante, ses contours déformés. Ses yeux, noirs comme le vide, semblaient nous transpercer, sondant nos âmes, pénétrant nos pensées les plus secrètes. C'est quoi ça » chuchota Jérôme, mais sa voix mourut dans un souffle tremblant. La silhouette se déplaçait avec une lenteur presque paralysante, chaque mouvement semblant irréel, comme si elle ne faisait qu'exister dans le reflet, mais en réalité, elle se rapprochait de nous. J'eus l'impression qu'un voile se levait, que le miroir n'était plus qu'une simple vitre, une barrière mince entre nous et quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Je voulais crier, fuir, mais mes jambes étaient figées. Le reste de la pièce semblait se dissoudre dans la pénombre, tout était plongé dans une obscurité que même la lumière des bougies ne parvenait pas à percer. L'air était épais, presque suffocant. Le froid qui émanait du miroir nous glaçait jusqu'aux os. Puis, la silhouette s'avança encore, et une voix grave, sifflante, traversa le silence. « Vous ne pouvez plus fuir. Vous êtes à moi maintenant. » Les invités hurlèrent, se précipitant vers la porte, mais le miroir semblait les retenir, comme une force invisible. Ils étaient coincés, piégés dans cette illusion terrifiante. Le reflet dans le miroir n'était plus un simple reflet. Il était devenu une réalité, un espace parallèle où l'ombre semblait se nourrir de nos peurs. Je vis alors l'ombre se tourner vers moi, ses yeux noirs fixant mon visage. C'était comme si elle me reconnaissait, comme si elle savait ce que je cachais au fond de moi. Une terreur indicible m'envahit. La fête, qui était censée être un moment de joie, se transformait maintenant en un véritable cauchemar. Et le pire restait à venir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que la silhouette est apparue, mais cela m'a semblé une éternité. La pièce était un chaos total. Des invités hurlaient, d'autres se précipitaient vers les fenêtres, comme si une fuite était encore possible. Mais il n'y avait nulle part où aller. Le miroir, ce maudit miroir, semblait désormais contrôler l'espace autour de nous. Les murs se resserraient, et la chaleur étouffante de la pièce devenait insupportable. Le sol tremblait, et je sentais une pression sur ma poitrine, comme si une force invisible me comprimait. La silhouette était là, au centre de la pièce, son ombre se déployant autour d'elle comme une brume noire qui engloutissait tout sur son passage. Je pouvais voir les yeux de mes invités se remplir de terreur pure, leur visage pâle et déformé par la peur. Mais aucun d'eux ne pouvait bouger. Ils étaient comme figés, attirés irrésistiblement vers l'ombre, comme des insectes hypnotisés par la lumière. Je voulais hurler, mais ma voix se mourut dans ma gorge. Au lieu de cela, je fus attiré vers le miroir, mes pieds ne répondant plus à mes ordres. Comme si une main invisible m'attirait, m'obligeant à m'approcher du reflet. Mon cœur battait à tout rompre, mes jambes tremblaient, mais quelque chose en moi savait que je n'avais plus le choix. Lorsque je fus enfin devant le miroir, je vis le visage de la silhouette se rapprocher du mien. Il n'y avait aucune expression, juste une masse de ténèbres et de douleur. Et puis, tout à coup, une voix, ou plutôt un murmure, un chuchotement résonna dans ma tête. « Tu croyais pouvoir échapper à ta propre vérité, Claire ?» C'était ma propre voix, mais distordue, étranglée par un écho sinistre. Je fermai les yeux, essayant de me libérer de cette emprise, mais le murmure continua. Chaque secret, chaque péché, chaque mensonge. Tu n'as rien oublié, tu ne peux rien fuir. Je sentis une pression sur ma poitrine, comme si le miroir était en train de m'aspirer. J'essayai de me détourner, mais mes bras et mes jambes étaient comme paralysés, figés par une force surnaturelle. C'était comme si le miroir ne faisait pas que refléter, mais prenait peu à peu possession de ma réalité. Puis, tout s'arrêta brusquement. Le bruit, la lumière, la terreur,
tout s'éteignit d'un coup. Il ne restait plus que le silence lourd, et moi, seul, dans cette pièce obscure. Quand j'ouvris les yeux, le miroir était redevenu calme, parfaitement lisse, comme s'il n'avait jamais été un portail vers l'enfer. Mais quelque chose avait changé en moi. Le miroir, d'une manière ou d'une autre, m'avait marqué. Il avait dévoilé les ombres les plus profondes de mon âme. Une sensation glaciale m'envahit alors que je compris que l'entité n'était pas partie. Elle m'avait simplement marqué pour toujours. Le lendemain matin, je me réveillai, seul dans ma maison. Tout semblait normal. Trop normal. Mais lorsque je jetai un dernier coup d'œil au miroir, j'aperçus une nouvelle fissure sur le cadre. Et dans la réflexion, une silhouette floue, presque invisible, m'observait. Et je savais, au fond de moi, qu'elle attendait déjà le bon moment pour revenir. Nous avions décidé, moi et Camille, de passer le nouvel an loin de l'agitation de Paris. La Provence nous paraissait parfaite. Des paysages pittoresques, un air frais et cette sensation d'évasion qu'on cherchait depuis des mois. La journée avait été splendide, mais au crépuscule, les choses ont pris une tournure inattendue. Le GPS de la voiture a cessé de fonctionner, affichant un écran vide et une localisation perdue. Camille, qui tenait le volant, a lâché un soupir agacé. Bien sûr, il fallait que ça arrive maintenant, murmura-t-elle. La route devant nous s'étirait dans l'obscurité, et une épaisse brume commençait à envelopper la voiture. Les phares semblaient inutiles, leur lumière disparaissant dans ce voile opaque. Alors que nous avancions à tâtons, j'ai remarqué une lumière au loin, comme un scintillement dans la nuit. « Regarde, là-bas » ai-je dit en pointant du doigt. Camille a ralenti, hésitante, avant de tourner dans une petite route secondaire qui semblait mener à cette lueur. En nous rapprochant, nous avons découvert ce qui ressemblait à un village. Des maisons en pierre avec des volets peints, des lampes allumées derrière des fenêtres. C'était presque trop idyllique, comme une carte postale. Mais il y avait quelque chose d'étrange, aucune voiture, aucun bruit, aucune présence humaine. Pas même un chien qui aboie dans le lointain. Camille a arrêté la voiture près de ce qui semblait être la place centrale. Ça doit être une sorte de village fantôme touristique, plaisanta-t-elle, bien que son ton trahisse une certaine nervosité. Nous sommes sortis de la voiture, l'air glacé nous mordant la peau. Les lumières dans les maisons semblaient nous inviter, mais l'absence totale de vie rendait l'endroit troublant. On devrait trouver quelqu'un pour demander notre chemin, ai-je proposé, bien que chaque fibre de mon corps me criait de rester dans la voiture. Camille hocha la tête, mais le silence pesant du village rendait chaque pas plus difficile. C'était comme marcher dans un rêve ou un cauchemar. Nous avons décidé d'explorer un peu le village pour comprendre où nous étions et, surtout, trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Les maisons, bien que éclairées, paraissaient vides. En jetant un coup d'œil à travers les fenêtres, nous avons remarqué des tables soigneusement dressées avec des assiettes, des verres à moitié remplis et même des bougies encore allumées. On aurait dit que les habitants étaient partis en pleine action, comme s'ils avaient été interrompus. « C'est vraiment bizarre » murmura Camille en s'approchant d'une porte entr'ouverte. Je n'aimais pas l'idée d'entrer sans permission, mais l'endroit semblait si désert que cela paraissait presque normal. La maison était petite mais chaleureuse, avec un intérieur rustique typique de la région. Une cheminée crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Sur la table, un repas était servi. Un poulet rôti, du pain et une bouteille de vin rouge ouverte. Tout était intact, comme si les propriétaires allaient revenir d'un moment à l'autre. Peut-être qu'ils sont allés célébrer ailleurs, suggéra Camille, mais son ton manquait de conviction. Après avoir exploré un peu plus, nous avons réalisé que chaque maison semblait raconter la même histoire. Des lumières allumées, des repas prêts à être consommés, mais aucune trace de vie. Pas de manteaux accrochés, pas de chaussures près des portes. Rien. Fatigués et refroidis par l'air glacial, nous avons fini par retourner à la première maison. Camille, toujours pragmatique, proposa « On pourrait passer la nuit ici. Ça nous abritera du froid, et demain matin, on trouvera quelqu'un pour nous indiquer le chemin. » Je n'étais pas à l'aise avec cette idée, mais il était tard, et la fatigue avait raison de moi. Nous avons barricadé la porte avec une chaise, une précaution qui semblait ridicule à l'époque, et nous nous sommes installés près du feu. Le silence, cependant, n'avait rien de rassurant. Il n'était pas naturel. C'était un silence lourd, presque oppressant, comme si le village entier retenait son souffle. Et plus nous restions, plus j'avais cette étrange impression que nous n'étions pas seuls. La fatigue finit par l'emporter sur notre inquiétude, et nous nous sommes installés pour essayer de dormir. Camille s'était allongée sur le canapé près de la cheminée, tandis que je restais assis dans un fauteuil, incapable de trouver le sommeil. Tout dans cette maison semblait trop parfait. Chaque objet était à sa place, sans une once de poussière,
comme si le temps s'était figé. Alors que l'horloge murale indiquait 23h30, le silence fut brisé par un bruit lointain. Un pas, puis un autre. Des bruits nets, venant de l'extérieur, comme si quelqu'un marchait lentement sur les pavés de la rue. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre, tendant l'oreille pour m'assurer que je n'avais pas rêvé. Camille se redressa, visiblement éveillée elle aussi. « Tu as entendu ça » murmura-t-elle, les yeux grands ouverts. Je hochai la tête. Les pas se rapprochaient, résonnant dans le silence glacial de la nuit. Puis, des murmures, faibles, indistincts, comme une conversation tenue juste hors de portée. Impossible de comprendre les mots, mais le ton était bas, presque menaçant. J'ai regardé par la fenêtre, espérant apercevoir une silhouette ou une lumière. Rien. La rue était déserte, éclairée seulement par les lampadaires vacillants. Pourtant, les sons continuaient, se déplaçant autour de la maison. La poignée de la porte fit soudain un bruit, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Camille poussa un cri étouffé et se leva d'un bond. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-elle, la voix tremblante. Je pris une chaise pour bloquer davantage la porte, mes mains tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Puis, sans prévenir, les bruits cessèrent. Plus de pas, plus de murmures. Le silence était revenu, mais cette fois, il semblait chargé de quelque chose d'invisible, une présence que nous ne pouvions ignorer. Le calme ne dura pas longtemps. L'horloge se mit à carillonner, annonçant minuit. Au même moment, un éclat de rire résonna à l'extérieur, suivi par des murmures plus forts. C'était comme si le village entier s'éveillait autour de nous. Et pourtant, chaque fois que nous regardions par la fenêtre, il n'y avait que du vide. « On doit partir » déclarai-je enfin, mon instinct me criant que rester ici serait une erreur fatale. Camille acquiesça, et nous rassemblâmes rapidement nos affaires, prêts à fuir cette maison qui semblait nous emprisonner. Mais quand nous avons ouvert la porte, nous avons compris que fuir ne serait pas si simple. Nous nous précipitâmes hors de la maison, l'air glacial frappant nos visages comme un rappel brutal de la réalité. Camille me suivait de près, son souffle rapide trahissant sa panique. La place centrale était déserte, comme nous l'avions vu en arrivant, mais quelque chose avait changé. L'atmosphère était lourde, oppressante, et chaque ombre semblait bouger à la périphérie de notre vision. « Par ici » dis-je, en pointant une rue qui semblait mener à l'extérieur du village. Nous nous mîmes à courir, nos pas résonnant sur les pavés comme des tambours dans le silence de la nuit. Mais au bout de la rue, nous débouchâmes sur la place centrale. Camille s'arrêta net, le souffle coupé. « Ce n'est pas possible, on vient de partir de là. » Je jetai un coup d'œil autour de nous, essayant de comprendre. Peut-être avions-nous pris un mauvais tournant, mais les lampadaires, les maisons, la fontaine au centre de la place, tout était exactement à la même place. « D'accord, essayons une autre rue, » dis-je, tentant de rester calme. Nous prîmes une rue différente, plus étroite, bordée de maisons sombres. Cette fois, nous marchâmes, comptant chaque tournant pour être sûrs de ne pas revenir sur nos pas. Et pourtant, après plusieurs minutes, nous étions de nouveau sur la place centrale. Camille commença à pleurer, et je sentis ma propre panique monter. Chaque rue que nous prenions semblait nous ramener au même endroit, comme si le village jouait avec nous, réorganisant ses rues à mesure que nous nous déplacions. « Regarde ça » murmura Camille, en pointant la fontaine au centre de la place. Une silhouette se tenait là, immobile, à peine éclairée par la lumière vacillante d'un lampadaire. Je ne savais pas si c'était une personne ou une ombre, mais je pouvais sentir son regard sur nous, lourd et glacial. Nous fîmes demi-tour, retournant vers une autre rue, mais une nouvelle silhouette apparut au bout de celle-ci. Et puis une autre, et encore une autre, émergeant des coins sombres comme des spectres. Chaque chemin semblait désormais bloqué par ces figures immobiles, nous encerclant lentement. « On ne peut pas sortir » murmura Camille, sa voix brisée par la peur. Je refusai de l'accepter. Je l'attrapai par la main et nous courûmes vers la maison que nous avions quittée, espérant au moins y trouver un semblant de sécurité. Mais quand nous atteignîmes la porte, nous la trouvâmes grande ouverte, et à l'intérieur, la table était de nouveau dressée, avec 2 nouvelles assiettes. Camille et moi nous arrêtâmes net devant la maison, le cœur battant à tout rompre. Les 2 assiettes posées sur la table semblaient nous attendre. La bouteille de vin était ouverte, et une légère vapeur s'échappait des plats, comme si le repas venait d'être servi. « Ce n'est pas possible » murmura Camille, la voix tremblante. Ses doigts se serrèrent autour de mon bras, comme si elle cherchait à s'accrocher à une réalité qui nous échappait. Nous étions figés sur le seuil, incapables de bouger, quand un bruit de pas résonna derrière nous. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne. Juste ce silence oppressant et ces ombres qui semblaient s'étirer et danser à la lumière des lampadaires. Puis, une voix, douce, presque chantante,
mais sans chaleur. « Vous êtes enfin là !» Camille cria et me tira à l'intérieur de la maison, claquant la porte derrière nous. Je la bloquai avec tout ce que je pus trouver, une chaise, un buffet, mais au fond de moi, je savais que cela ne servirait à rien. Cette chose, ou ces choses, qui nous entouraient, n'avaient pas besoin de portes ouvertes pour entrer. La maison se mit à trembler, doucement d'abord, puis avec plus d'intensité. Les murs semblaient respirer, comme si la maison elle-même était vivante. Les lumières vacillèrent, et une odeur de cire brûlée envahit la pièce. Camille se couvrait les oreilles, murmurant des prières entre ses sanglots, tandis que je fixais la table. Les assiettes, les verres, tout semblait nous inviter, une invitation que nous ne pouvions refuser. À l'extérieur, les murmures se faisaient plus forts, presque assourdissants. Et puis, soudain, ils cessèrent. Un silence profond tomba sur le village, un silence qui donnait l'impression que le monde entier s'était arrêté. C'est alors que la porte s'ouvrit lentement, malgré tous les meubles que j'avais empilés. Une ombre immense se dressa dans l'encadrement, indistincte mais terrifiante. Je voulais crier, courir, mais mon corps ne répondait plus. La dernière chose que je me rappelle, c'est la voix, toujours aussi douce mais pleine d'un pouvoir écrasant. « Vous êtes chez nous maintenant. » Quand je repris conscience, il faisait jour. Camille et moi étions dans la voiture, garés au bord d'une route que je ne reconnaissais pas. Le village avait disparu. Pas de maison, pas de lampadaire, pas de place centrale. Rien qu'un champ vide et silencieux. Camille, blême et silencieuse, fixait le vide. Je tentai de lui parler, mais elle ne répondit pas. Sur le tableau de bord, une bouteille de vin rouge reposait, intacte. Le même vin que celui de la table. Nous n'avons jamais parlé de cette nuit. Mais parfois, dans mes cauchemars, je revois ces ombres immobiles, ces silhouettes nous observant. Et je sais qu'elles sont toujours là, quelque part, attendant que quelqu'un d'autre perde son chemin. Je m'appelle Antoine, et si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour chercher à être cru. Je veux simplement me libérer de ce poids, de ce souvenir qui me hante. Tout a commencé par une simple enveloppe, déposée devant ma porte un matin de décembre. Elle était élégante, en papier épais, scellée d'un cachet de cire dorée. À l'intérieur, une invitation manuscrite, d'une calligraphie presque parfaite. Vous êtes invité à une fête exclusive de la Saint-Sylvestre, au château de Montclair. Une expérience inoubliable vous attend. Pas de signature, pas de nom. Juste une adresse précise dans la campagne près de Lyon. Je ne savais pas qui m'avait envoyé cette invitation. Peut-être un ami, une plaisanterie élaborée, ou un événement mondain auquel je n'étais pas censé dire non. Mais il y avait quelque chose d'étrange, de fascinant dans ce mystère. Le soir du 31 décembre, ma curiosité l'a emporté sur ma prudence. Après tout, combien de fois dans une vie a-t-on l'occasion de fêter le nouvel an dans un château? La route vers le château était longue et sinueuse. La neige tombait doucement, recouvrant les champs environnants d'un blanc immaculé. À mesure que je m'approchais, le château se dessinait dans l'obscurité, majestueux, presque irréel, illuminé par des centaines de lumières dorées. Je garai ma voiture près de l'entrée principale et descendis, le souffle formant des nuages dans l'air glacé. Un homme en livrée, silencieux et imposant, m'ouvrit la porte. Il m'invita d'un geste à entrer, sans dire un mot. L'intérieur était somptueux, presque oppressant. Les lustres scintillaient au plafond, les murs étaient ornés de tapisseries anciennes, et une musique douce, jouée par un orchestre invisible, résonnait dans l'air. J'avais l'impression de pénétrer dans une autre époque, un autre monde. Dès que je suis entré dans le grand salon, j'ai été frappé par la beauté et l'étrangeté de la scène devant moi. La pièce était immense, éclairée par des lustres en cristal qui diffusaient une lumière dorée. Le parquet brillait comme s'il venait d'être ciré, et des tables chargées de mets somptueux étaient disposées sur les côtés, bien que personne ne semblait y toucher. Les invités, eux, étaient fascinants. Tous vêtus de costumes d'époque, comme sortis d'un bal du XVIIIe siècle. Les hommes portaient des redingotes ornées de broderies et des perruques poudrées, tandis que les femmes étaient parées de robes extravagantes aux corsets serrés et aux jupes volumineuses. Leurs visages étaient dissimulés par des masques élégants, richement décorés de plumes et de pierres scintillantes. Je me suis avancé, un peu intimidé. La première chose qui m'a frappé, c'est que personne ne semblait vraiment parler. Les rires étaient rares, les conversations se résumaient à quelques mots polis, presque murmurés. Quand j'essayais de me mêler à une discussion, les réponses étaient courtes, vagues, comme si on évitait de vraiment me regarder. Ce qui était encore plus étrange, c'étaient les fenêtres. Il y en avait plusieurs dans la salle, mais aucune ne laissait voir l'extérieur. Au lieu de cela, elles semblaient noires, comme si elles donnaient sur un vide infini. À un moment,
Je me suis approché pour regarder de plus près, mais la surface était si opaque que je ne pouvais même pas distinguer mon propre reflet. Malgré l'étrangeté de l'ambiance, une partie de moi voulait rester. Il y avait quelque chose de magnétique, presque ensorcelant dans cette fête. Peut-être était-ce la musique, une mélodie envoûtante jouée par un orchestre que je ne pouvais pas voir. Ou peut-être était-ce l'atmosphère elle-même, une impression d'être à la fois en dehors du temps et au centre d'un mystère. Mais plus la soirée avançait, plus je sentais un malaise grandir en moi, comme si tout cela n'était qu'une illusion fragile, prête à se briser à tout moment. À mesure que la soirée avançait, ce sentiment de malaise s'intensifiait. Il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans cette fête, mais je ne parvenais pas à mettre le doigt dessus. J'observais les invités d'un œil plus attentif, cherchant des indices, des détails qui pourraient m'expliquer ce qui se passait réellement. C'est alors que j'ai remarqué un détail troublant. Personne ne mangeait ni ne buvait. Les tables regorgeaient de plats somptueux, de pièces montées, de coupes de champagne scintillantes. Mais personne n'y touchait. Les invités faisaient semblant, portant des couverts à leur bouche ou levant leur verre sans jamais en boire une goutte. Quand j'ai tenté d'interagir davantage, les réponses sont devenues encore plus étranges. Une femme au masque doré m'a regardé fixement lorsque je lui ai demandé d'où elle venait, avant de murmurer une phrase incompréhensible dans une langue que je ne reconnaissais pas. Un homme, que j'avais tenté d'approcher, s'est simplement éloigné, comme si ma présence le dérangeait. L'étrangeté des lieux n'aidait pas. Les murs semblaient se refermer sur moi chaque fois que je quittais le salon principal. J'ai essayé d'explorer le château, mais tous les couloirs menaient inexplicablement à la même pièce. Une porte, que j'étais certain d'avoir ouverte quelques instants plus tôt, était maintenant verrouillée. Les escaliers en colimaçon, que je tentais de descendre, semblaient s'étirer à l'infini avant de me ramener là où j'avais commencé. Et puis, il y avait cette horloge, une immense pendule au centre de la pièce, ses aiguilles avançant avec un bruit sourd, presque hypnotique. Elle me fascinait autant qu'elle me terrifiait. Chaque fois que je regardais, il me semblait que le temps ralentissait, comme si la fête entière se préparait à un moment précis, à un événement inéluctable. Quand les aiguilles approchèrent de minuit, une tension palpable envahit la salle. Les conversations cessèrent presque entièrement, et tous les invités se tournèrent vers l'horloge, leurs masques braqués sur elle. À cet instant, j'ai su que quelque chose d'irréversible allait se produire. Lorsque l'horloge sonna enfin minuit, une étrange quiétude envahit la pièce. Les chandeliers s'éteignirent lentement, plongeant la salle dans une obscurité inquiétante, seulement brisée par la lumière vacillante des feux qui brûlaient dans les cheminées. Le bruit de l'orchestre s'arrêta brusquement, et, à cet instant, un frisson glacial parcourut mon échine. Les invités restèrent immobiles, les yeux fixés sur l'horloge, leurs masques impassibles. Une tension insoutenable flottait dans l'air, comme si la pièce retenait son souffle, attendant un signal. Puis, sans avertissement, les portes du salon se refermèrent d'un coup sec, les verrouillages résonnant dans l'espace clos. Un fracas métallique, soudain, me fit sursauter. C'était comme si les murs eux-mêmes s'étaient resserrés autour de nous. Je me précipitai vers la porte la plus proche, mais elle ne céda pas. Elle était scellée. Une lumière rougeâtre se fit alors jour, émanant d'un chandelier situé à l'autre bout de la salle. L'instant suivant, les invités commencèrent à retirer leurs masques, un à un. Ce que je vis m'a glacé le sang. Sous chaque masque, un visage défiguré. Des traits distordus, des yeux sans vie, des bouches à peine reconnaissables, comme si la chair avait été arrachée et que le temps avait eu raison d'eux. Ils étaient tous là, immobiles, leurs visages décomposés, figés dans une expression qui mêlait douleur et vacuité. Leur regard était vide, mais fixé sur moi, comme si chaque regard me pénétrait jusqu'à l'âme. L'un d'eux s'approcha lentement. Sa voix, rauque et brisée, brisa le silence. « Tu es le seul vivant ici, Antoine. » L'horreur m'envahit. C'était comme un cauchemar éveillé. Je voulais courir, crier, mais mes jambes étaient paralysées par la peur. Ils s'avancèrent un peu plus, leurs mains tendues, comme des spectres venant me réclamer. Une nausée intense monta en moi. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Les autres invités s'approchèrent, une marche lente et régulière, et je compris que je ne pouvais pas fuir. Les portes étaient scellées, et l'air lui-même semblait devenu lourd, oppressant, comme s'il me retenait en place. Une voix dans ma tête m'avertit que le temps était désormais contre moi, que je ne serais peut-être jamais sorti de ce château. Que ce n'était pas une fête, mais une fin. À ce moment-là, l'un des invités me fixa intensément, son visage déformé se rapprochant du mien. Je fermai les yeux, espérant m'échapper. Mais ce fut inutile. L'obscurité m'engloutit. Lorsque j'ouvris les yeux, tout était silencieux.
Un silence si lourd qu'il m'étouffait, me faisant presque douter de mes sens. Je n'étais plus dans le grand salon. J'étais seul, dans une pièce noire, sans aucune lumière, ni bruit, ni mouvement. La panique m'envahit alors que je réalisais que la fête, les invités, l'horloge, tout avait disparu. J'essayais de bouger, mais mes membres étaient engourdis, comme si le temps s'était arrêté autour de moi. La pièce était vide, à l'exception de moi-même. Je me forçais à me lever, mon cœur battant la chamade. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans le vide, et pourtant, il n'y avait aucune sortie. Les murs étaient lisses, sans fenêtre, sans porte. Tout était clos. Et je me rendis compte, avec un froid saisissant, que je n'avais plus aucune idée de l'heure, du lieu, ni de ce que j'étais devenu. Il n'y avait plus de château. Plus de fête. Je n'étais plus qu'un spectateur dans une sorte de purgatoire, un espace figé dans l'éternité. C'est à ce moment que je compris la vérité, avec une clarté glaciale. J'étais le seul à avoir survécu à la soirée, mais cette survie avait un prix. J'étais devenu une sorte de spectre, condamné à errer sans fin dans cet endroit, un témoin silencieux d'une fête qui n'avait jamais réellement existé. Ceux qui étaient avec moi, ces invités mystérieux, ces visages décomposés, n'étaient rien de plus que des ombres, des fragments de l'âme d'un monde parallèle. Je compris alors que le château, l'invitation, tout cela n'était qu'une ruse, un piège, un chemin tracé pour m'attirer dans cet abîme. L'horloge, qui avait marqué minuit, n'avait pas seulement signalé la fin de l'année, mais la fin de ma liberté, la fin de mon existence telle que je la connaissais. J'étais piégé dans cet espace où le temps n'avait plus de sens, où je ne pouvais que vivre, ou plutôt exister, éternellement, à la merci de cette fête macabre qui ne finirait jamais. Et alors que je me laissais envahir par la désespoir, une lueur faiblement visible au loin attira mon attention. Un mouvement, une silhouette peut-être. Mais je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu, ou de ce que cela signifiait. Tout ce que je savais, c'était que la fête n'était pas terminée, et que, d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas encore seul. Je m'appelle Jules, et je n'oublierai jamais cette nuit du Nouvel An de 1985. J'avais acheté un billet pour le train de nuit reliant Marseille à Paris. Ma famille m'attendait pour célébrer la nouvelle année, et j'étais impatient de les rejoindre. La gare était bondée, animée par l'effervescence habituelle des festivités. Les rires résonnaient, les valises roulaient, et des groupes d'amis échangeaient des accolades. Pourtant, au milieu de cette agitation, une étrange sensation de malaise s'insinuait en moi. Lorsque je suis monté à bord du train, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'inhabituel. Contrairement aux wagons modernes que j'avais l'habitude de voir, celui-ci semblait daté, presque hors du temps. Les sièges étaient recouverts de velours rouge usé, et les lampes fixées au plafond diffusaient une lumière jaunâtre, vacillante, comme si elle provenait d'une autre époque. Je me suis installé à ma place, un siège côté fenêtre. Le paysage nocturne de Marseille s'étendait au loin, éclairé par les lumières de la ville. Les autres passagers semblaient ordinaires, quoique un peu silencieux. Je les observais discrètement, une femme d'âge moyen qui lisait un livre à la couverture délavée, un couple endormi, et un homme vêtu d'un costume sombre qui fixait le vide, perdu dans ses pensées. Le train a démarré doucement, et je me suis forcé à chasser mes appréhensions. Après tout, ce n'était qu'un trajet banal. Mais alors que le train quittait la gare, une étrange lourdeur s'installait dans l'air, une sorte de tension indéfinissable. J'ai mis mes écouteurs, essayant de m'évader dans la musique, mais même cela ne parvenait pas à dissiper ce sentiment d'inquiétude grandissant. Je n'aurais jamais pu deviner que ce voyage, qui devait être une simple transition entre deux villes, deviendrait une descente irréversible dans l'inconnu. Peu après minuit, tout a commencé à changer. Je m'étais légèrement assoupi, bercé par le rythme monotone des rails, mais un bruit étrange m'a réveillé. C'était comme un grincement métallique, suivi d'un claquement sec. Je me suis redressé brusquement, regardant autour de moi. Quelque chose n'allait pas. Le wagon était différent. Les lumières fluorescentes modernes avaient disparu, remplacées par de petites lampes à huile accrochées au mur, projetant une lueur vacillante et insuffisante. Les sièges eux-mêmes semblaient avoir changé. Le velours rouge, déjà vieux à mon arrivée, était maintenant déchiré et usé comme s'il avait traversé des décennies d'abandon. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'étaient les passagers. La femme qui lisait tranquillement quelques heures auparavant portait désormais une robe longue, typique des années 1920, et un chapeau élégant orné de plumes. Le couple endormi était méconnaissable, leurs vêtements avaient changé pour des costumes d'une autre époque, et leur visage semblait plus sérieux, presque figé. L'homme au costume sombre, lui, portait un pardessus usé, et son regard était encore plus perçant, presque menaçant. Je pensais halluciner. Peut-être étais-je encore en train de rêver?
J'ai sorti ma montre pour vérifier l'heure, mais même elle semblait différente. Les aiguilles avançaient d'une manière irrégulière, et le verre de la montre était légèrement fissuré, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai tenté de parler à la femme en robe, demandant ce qui se passait. Elle m'a regardé avec des yeux remplis d'incompréhension, comme si mes paroles n'avaient aucun sens. Elle a simplement secoué la tête et s'est détournée, murmurant quelque chose que je n'ai pas compris. À ce moment-là, la panique a commencé à s'installer en moi. Je me suis levé pour trouver un contrôleur, quelqu'un, n'importe qui pourrait expliquer cette situation absurde. Mais en traversant les allées du wagon, j'ai remarqué que tout le monde semblait plongé dans une sorte de routine silencieuse, presque mécanique. Pas un sourire, pas un mot, seulement des regards furtifs, comme si je n'avais pas ma place ici. C'était comme si le train avait été arraché à mon époque pour être projeté dans une autre, un passé dont je ne comprenais ni les règles, ni les raisons. Et moi, j'étais coincé au milieu de tout ça, terrifié à l'idée que ce cauchemar ne faisait que commencer. Je savais que je devais sortir du train. Peu importe où il s'arrêtait, je devais fuir cet endroit étrange avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je retournais à mon siège pour récupérer mes affaires, un bruit sourd retentit, le train ralentissait. Par la fenêtre, j'aperçus des lumières au loin. Une station. Un espoir. Quand le train s'arrêta, je me précipitai vers la porte. En descendant, une étrange sensation m'envahit. La gare semblait ancienne, presque irréelle. Les panneaux d'affichage étaient en bois, gravés à la main, et indiquaient un nom que je ne reconnaissais pas. Gare de Saint-Vern, 1924. Cela ne faisait aucun sens. Le sol en pierre était usé, et les lampes à gaz projetaient des ombres inquiétantes sur les murs. Je regardais autour de moi, cherchant un guichet, une carte ou une indication qui pourrait m'aider. Mais tout semblait désert. Aucun employé, aucun autre train, rien. Les rails disparaissaient dans la nuit, comme s'ils menaient à un autre monde. La seule présence était celle des autres passagers, qui descendaient tranquillement, sans montrer le moindre signe de confusion ou d'inquiétude. Je me dirigeais vers un panneau d'information, espérant trouver des indices. Mais les horaires affichés étaient tous datés d'une époque révolue, les années 20. Les stations mentionnées sur le tableau n'existaient pas dans les cartes modernes que je connaissais. J'avais mon téléphone dans ma poche, mais il ne captait aucun signal. C'était comme si je n'existais plus dans mon propre monde. Paniqué, je retournai vers le train pour tenter d'y remonter, mais mon siège était désormais occupé. Une vieille valise y était posée, un objet délavé et poussiéreux, sur lequel figuraient des initiales gravées en lettres dorées, JR. Mon cœur s'arrêta un instant. C'étaient mes initiales. Un frisson glacé parcourut mon échine. Quelqu'un jouait avec moi, ou alors... Non, je ne pouvais pas accepter cette idée. Je voulais crier, exiger des réponses, mais ma gorge était sèche, et mon esprit s'embrouillait. À cet instant, j'ai compris que cette gare, tout comme ce train, n'appartenait pas à la réalité que je connaissais. Le train siffla, prêt à repartir. Paralysé par l'angoisse, je regardais les wagons disparaître lentement dans la brume. Je me retrouvais seul sur le quai, au milieu d'un lieu qui n'existait sur aucune carte. Un lieu qui semblait m'attendre depuis toujours. Je restai un moment immobile sur le quai, le froid nocturne mordant ma peau. Le silence autour de moi était presque surnaturel. Pas un bruit de vent, pas de chant d'oiseaux nocturnes, rien. Comme si le monde entier avait cessé d'exister en dehors de cette gare. Cherchant désespérément des réponses, je m'avançai vers le bâtiment principal de la gare. L'intérieur était sombre, seulement éclairé par quelques lanternes vacillantes. Des bancs en bois usés étaient alignés contre les murs, et une odeur de moisi emplissait l'air. Sur une vieille table, je remarquai un tas de papiers jaunis par le temps. Curieux, je les examinai. C'étaient des articles de journaux anciens. Chaque titre semblait raconter la même histoire. Des passagers ayant disparu sur des trains partant de Marseille ou de Paris, toujours sur la même ligne, toujours autour de la même période de l'année. Des photos en noir et blanc montraient des visages flous, des regards perdus, des noms oubliés. L'un des articles attira particulièrement mon attention. Il parlait d'un certain Jean-Luc Moreau, disparu en 1924, dans un train en direction de Paris. À côté de l'article, une photo d'une valise ornée des initiales JL. Mon sang se glaça. Les coïncidences étaient trop nombreuses. Était-ce possible que je sois lié à cette histoire d'une manière ou d'une autre? Mon esprit refusait de l'accepter, mais plus je lisais, plus l'évidence s'imposait. Ce train, cette gare, n'étaient pas seulement des lieux abandonnés. Ils étaient une sorte de piège, un maillon entre deux mondes, entre deux époques, capturant ceux qui avaient le malheur de s'y retrouver. Je continuais à explorer, mais chaque pièce, chaque couloir semblait me ramener au même endroit. La gare était un labyrinthe sans issue. Les murs eux-mêmes paraissaient bouger,
comme s'il cherchait à me garder enfermé. C'est alors que je l'entendis, un sifflement lointain, suivi du bruit caractéristique d'un train approchant. Je retournai précipitamment sur le quai. Un autre train arrivait, mais il était encore plus ancien, ses wagons en bois ornés de détails délicats. À travers les fenêtres, je vis des silhouettes floues, semblant m'observer. Ce train était-il ma seule chance de partir? Ou bien, un piège encore plus sinistre? Le sifflement se fit plus proche. Mon cœur battait à tout rompre. Je devais prendre une décision, mais chaque fibre de mon être me hurlait que, quoi que je choisisse, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le train s'arrêta devant moi dans un grondement sourd, accompagné d'un souffle de vapeur glacée. Les portes s'ouvrirent lentement, émettant un grincement lugubre qui résonna dans toute la gare. À l'intérieur, une lumière tamisée révélait des couloirs étroits bordés de sièges en cuir usé. Aucun passager ne descendit. Un instinct primal me poussait à fuir, mais une force inexplicable m'attirait vers ce train. Peut-être était-ce l'espoir de quitter cette gare fantôme. Peut-être était-ce la peur de rester piégé ici pour toujours. Contre toute logique, je fis un pas en avant, puis un autre. Mes jambes tremblaient alors que je montais à bord. Dès que je passai la porte, elle se referma violemment derrière moi, me faisant sursauter. Le train démarra aussitôt, sans me laisser la moindre chance de descendre. Je parcourus les wagons, cherchant une issue, mais chaque porte que j'ouvrais semblait me ramener à la même voiture. Les passagers étaient là, immobiles, vêtus de tenues des années 1920. Leurs visages étaient pâles, presque transparents, et leurs yeux fixaient le vide, comme s'ils étaient figés dans le temps. C'est alors que je remarquai quelque chose d'encore plus troublant, leurs visages me semblaient familiers. À mesure que je les observais, je reconnaissais des traits, des détails que j'avais vus dans les articles de journaux dans la gare. C'étaient eux, les passagers disparus. Et moi, allais-je devenir l'un d'eux? Soudain, un homme apparut au bout du wagon. Il était grand, vêtu d'un uniforme de contrôleur noir, avec un regard perçant et froid. Il s'approcha lentement, son pas résonnant dans le silence. « Vous êtes à votre place maintenant, Jules ?» dit-il d'une voix grave et dénuée d'émotion. Je reculai, cherchant à fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les lumières vacillèrent, et les murs du train semblèrent se refermer sur moi. Dans un dernier élan de panique, je tentai d'ouvrir une fenêtre, mais tout était scellé. Puis, tout devint noir. Un silence absolu m'enveloppa. Quand je repris conscience, je me trouvais assis dans un wagon immobile, mais il était vide. Aucune trace des passagers, aucune lumière. Je me levai pour descendre, mais en regardant par la fenêtre, je vis un quai désert, enveloppé dans une brume épaisse. Je n'étais plus sûr de rien. Était-ce un cauchemar? Une boucle infinie? Tout ce que je savais, c'est que ce train ne m'avait pas conduit à Paris. Il m'avait conduit ailleurs, dans un endroit où le temps n'a plus de sens. Et depuis ce jour, personne n'a jamais entendu parler de moi. Tout a commencé par une idée qui, sur le moment, nous semblait à la fois audacieuse et amusante. Nous étions 5 ce soir-là, moi, Juliette, ma meilleure amie Clara, son copain Thomas, et les inséparables Lucas et Adrien. La fête du Nouvel An battait son plein à Paris, mais l'ambiance des rues illuminées ne nous suffisait pas. Clara, toujours avide de sensations fortes, avait proposé une idée qui nous fit frissonner et rire à la fois. Explorer le cimetière du Père-Lachaise à minuit. Je me souviens avoir hésité. Ce genre de défi n'était pas vraiment mon truc, mais l'enthousiasme général m'avait rapidement emporté. Ce sera une expérience unique, avait insisté Clara, ses yeux brillants d'excitation. Thomas, lui, plaisantait déjà sur les fantômes de célébrités qui viendraient nous hanter. Je me laissais convaincre, pensant que ce serait une anecdote drôle à raconter plus tard. Quand nous sommes arrivés devant l'entrée principale du cimetière, le froid nocturne de janvier s'insinua sous nos manteaux, nous arrachant un frisson collectif. L'obscurité régnait, à peine percée par les réverbères lointains. Les grilles imposantes semblaient vouloir nous avertir, comme si elles tentaient de garder ce qu'elles protégeaient à l'intérieur. « Prêt ?» demanda Lucas en poussant la grille qui émit un grincement sinistre. Chacun de nous acquiesça, une boule au ventre que nous déguisions derrière des rires nerveux. Les premières allées étaient étrangement calmes, presque paisibles. Les tombes, ornées de sculptures anciennes, reflétaient la lumière de nos lampes torchées d'une manière qui leur donnait une aura presque vivante. Nous avancions en file indienne, Clara en tête, suivie par Lucas et Thomas, puis Adrien et moi, à l'arrière. Je jetais régulièrement un coup d'œil derrière moi, incapable de me débarrasser de cette sensation oppressante, comme si nous n'étions pas seuls. Mais à chaque fois, il n'y avait rien d'autre que les ombres des tombes et le bruit de nos pas sur le gravier humide. Alors que nous avancions dans les allées sinueuses du cimetière, quelque chose attira notre attention. Clara, qui marchait toujours devant, s'arrêta brusquement.
Regardez ça, murmura-t-elle en pointant du doigt un sentier plus étroit, presque caché entre deux rangées de tombes imposantes. Ce que nous vîmes nous cloua sur place. Une série de bougies allumées, alignées avec une précision troublante, formaient un chemin lumineux qui s'étendait dans l'obscurité. Les flammes vacillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre et les branches dénudées des arbres. « C'est bizarre, qui aurait pu faire ça ?» demanda Adrien, sa voix trahissant une inquiétude qu'il essayait de masquer. « Peut-être des touristes ou des amateurs de sensations fortes comme nous, » répondit Thomas, mais son ton manquait de conviction. Sans attendre, Clara s'avança, attirée par la lueur hypnotique des bougies. « On devrait suivre, juste pour voir où ça mène. » Je n'étais pas sûr de vouloir continuer. Quelque chose dans cette scène me semblait faux, presque irréel, comme si le cimetière lui-même essayait de nous manipuler. Mais le groupe, emporté par une curiosité malsaine, semblait déterminé. Nous nous engageâmes sur le sentier, suivant les bougies une à une. Le silence devenait oppressant, comme si le monde extérieur s'était soudainement éteint. Même le bruit de nos pas paraissait étouffé, absorbé par l'atmosphère étrange qui nous entourait. Au bout de quelques minutes, nous arrivâmes devant un mausolée. Il était massif, construit en pierre noire, avec des colonnes qui s'élevaient comme des sentinelles menaçantes. Les bougies formaient un cercle parfait autour de l'entrée, dont les portes, légèrement entr'ouvertes, semblaient nous inviter à entrer. « Vous êtes sûr qu'on devrait ?» dis-je, ma voix tremblante, mais Clara m'interrompit. « On est venu pour une aventure, non? Alors allons-y. » Sans attendre de réponse, elle poussa la porte, et un craquement sinistre résonna dans la nuit. Nous nous échangeâmes des regards incertains, mais, un par un, nous franchîmes le seuil, nos lampes torchées tremblant dans nos mains. À l'intérieur du mausolée, l'air était glacial, bien plus froid que dehors. Une odeur âcre flottait, comme un mélange de pierres humides et de cire brûlée. La faible lueur des bougies se reflétait sur les murs, illuminant des inscriptions gravées dans une langue que nous ne comprenions pas. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» murmura Thomas en balayant les alentours avec sa lampe torche. Au centre de la pièce se trouvait une table en pierre, couverte de poussière, mais étrangement, il semblait y avoir des traces récentes de mouvement. Des marques, comme des griffures, zébraient la surface. Au-dessus de la table, une grande croix inversée était fixée au mur, son métal terni par le temps. Un bruit sourd résonna soudain derrière nous. Nous nous retournâmes en sursaut, mais il n'y avait rien. Puis, avant que nous ne puissions réagir, les lourdes portes du mausolée se fermèrent violemment, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. Clara alluma sa lampe torche à la hâte, son visage pâle trahissant une peur qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. « C'était quoi, ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je courus jusqu'aux portes et tentai de les ouvrir, mais elles ne bougèrent pas d'un centimètre, comme si une force invisible les retenait. « Elles sont bloquées ?» m'exclamai-je, mon cœur battant à tout rompre. Lucas, visiblement paniqué, pointa du doigt un coin de la pièce. « Regardez !» Nous tournâmes tous nos regards dans la direction indiquée et vîmes une bougie qui s'était allumée toute seule, comme par magie. Sa flamme vacillait, projetant des ombres mouvantes qui semblaient danser sur les murs. Ces ombres n'avaient rien de naturel. Elles semblaient avoir une vie propre, se tordant et se déformant en forme grotesque. Adrien s'approcha pour lire une inscription gravée juste au-dessus de la table en pierre. « Non redit ben » murmura-t-il, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Clara, dont la voix devenait de plus en plus paniquée. « Ça veut dire, ils ne reviendront pas, » en répondit Adrien, la gorge serrée. À cet instant, un ricanement bas et guttural s'éleva dans l'obscurité, résonnant contre les murs du mausolée. Nous nous regardâmes, terrifiés, en réalisant que nous n'étions plus seuls. De l'extérieur, les témoins qui se trouvaient à proximité du cimetière n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur du mausolée. Pourtant, plusieurs personnes affirmèrent avoir vu quelque chose d'étrange cette nuit-là. Une femme, qui promenait son chien près de l'entrée du cimetière, se souvint avoir observé des ombres danser parmi les bougies allumées, tout autour du mausolée. C'était comme si les flammes avaient pris vie, raconta-t-elle plus tard, les yeux écarquillés. Les ombres semblaient bouger, se tordre, presque comme si elles suivaient des formes humaines. Mais il n'y avait personne. D'autres passants, un groupe d'amis rentrant d'une soirée dans un café voisin, avaient vu des silhouettes furtives se glisser entre les tombes, mais aucun d'eux ne pouvait expliquer ce qu'ils avaient observé. Les bougies, pourtant allumées quelques minutes plus tôt, étaient maintenant éteintes. Ce qui avait été vu dans les ombres semblait irréel, comme un mauvais rêve. En dépit de leurs témoignages, les policiers arrivèrent en retard. Lorsqu'ils enquêtèrent sur le cimetière, ils ne trouvèrent rien d'anormal, à l'exception des bougies abandonnées, toutes complètement fondues. Il n'y avait aucune trace des 5 amis. Aucun signe qu'ils aient même pénétré dans le mausolée.
L'un des policiers déclara, visiblement dérangé, « Il n'y a rien ici, à part des tombes et des tombes. » Pourtant, quelque chose dans l'air, ça ne colle pas. Les témoins commencèrent à raconter qu'ils avaient entendu des murmures dans l'air, un bruit qui semblait s'élever d'un endroit inconnu, comme des voix chuchotant des mots incompréhensibles. L'un d'eux, un homme âgé qui promenait son chien, affirma même avoir vu des ombres bouger dans les ruelles du cimetière, se faufilant entre les pierres tombales sans raison apparente. Mais personne ne pouvait expliquer ce qu'il avait vu, ni les rires lointains et les cris étouffés qu'on disait avoir entendus vers minuit. Les habitants du quartier, inquiets, commencèrent à murmurer entre eux que le cimetière avait toujours été un endroit étrange. Mais ce soir-là, le Père Lachaise semblait détenir un secret bien plus sombre que d'habitude. Tout ce que l'on savait, c'est qu'après cette nuit-là, les 5 amis avaient disparu sans laisser de traces. Et malgré les recherches, personne ne réussit à retrouver leur moindre indice. Le mausolée resta fermé, son entrée murée et son existence elle-même enveloppée d'un voile de silence. Les bougies, elles, semblaient avoir disparu avec eux, et leurs flammes ne brûlèrent plus jamais. Les jours suivants, l'histoire des 5 amis disparus dans le cimetière du Père Lachaise fit la une des journaux locaux, mais les autorités n'avaient toujours aucune explication. Aucun indice, aucune preuve, juste des témoins qui racontaient des versions de plus en plus contradictoires des événements. Certains jurèrent avoir vu les ombres des amis dans la nuit, mais leurs témoignages étaient flous et difficiles à vérifier. Les familles des disparus, dévastées, menèrent leurs propres enquêtes, mais elles furent bientôt confrontées à un mur de silence aussi opaque que la nuit où tout avait commencé. Les souvenirs des témoins restèrent troublants, et plus les gens parlaient, plus la légende autour du cimetière grandissait. On disait que ce mausolée, particulièrement ancien et oublié de tous, avait une histoire cachée. Certains murmuraient qu'il était le lieu d'un ancien rituel interdit, un pacte que des âmes perdues avaient scellé des siècles auparavant. D'autres encore affirmaient qu'une force malveillante résidait dans ce mausolée, un esprit vengeur prêt à réclamer ses victimes à la moindre occasion. La police, face à la perplexité de l'affaire, finit par clore l'enquête, les pistes s'étant épuisées sans explication rationnelle. Mais les rumeurs se multipliaient. Les gens du quartier, à chaque occasion, lançaient des regards inquiets vers le cimetière, comme si l'ombre des disparus y rôdait encore. Les bougies, les ombres dansantes, les murmures, tout semblait désormais figé dans un éternel silence, un silence lourd, presque menaçant. Je n'ai plus jamais remis les pieds à Paris depuis cette nuit-là. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois encore les ombres danser entre les bougies, et j'entends ces rires étouffés, ces murmures qui semblaient provenir de l'intérieur du mausolée. Ce n'était pas juste une exploration, une aventure. C'était un avertissement, et maintenant, chaque fois que quelqu'un parle de cet endroit, je ressens cette même angoisse m'envahir. Ils ne sont jamais revenus, et il est difficile de dire si le cimetière les a pris, ou si quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus ancien, attend encore dans l'obscurité, prêt à réclamer d'autres âmes imprudentes.